un des sites Oui. de l'université, c'est probablement comme ça qu'on vous a trouvé. Ah bah j'imagine, oui, j'ai quand même beaucoup écrit des articles Exact, et des livres, et donc oui, j'espère qu'être encore dans la machine. Exactement. Donc, on va juste commencer Allez-y, avec je vous des en prie. questions. Alors, quel est l'impact des médias sur la consommation, en général? D'accord, alors on peut y répondre, disons, il y a moi j'y vois deux entrées. Vous avez une entrée, ou en tout cas en l'occurrence en France, mais les médias fonctionnent de façon générale comme ça, en tout cas les médias privés, ils reçoivent les annonceurs, donc achètent des espaces publicitaires dans les médias. Et en France, les dépenses des annonceurs dans les médias sont environ 10 milliards d'euros. Et il y a 3,2 milliards qui va dans la télévision, 3,3 milliards qui va dans Internet, 2 milliards et demi qui va pour la presse, reste la télévision et le cinéma. C'est comme ça que ça se départage. Donc il y a un tiers des dépenses des annonceurs qui va dans les médias, et il y a 2 tiers qui partent dans le hors-média, tel que le marketing direct, les pages jaunes et les salons, etc. Donc lorsque ensuite, moi je suis téléspectateur, et vous aussi évidemment, et téléspectatrice en l'occurrence, et que vous regardez la télévision, eh bien vous voyez des espaces publicitaires, donc c'est-à-dire des moments de consommation de contenu, de programmes audiovisuels qui vont être entrecoupés parfois par de la publicité. Et donc c'est en ce sens que vous avez une première relation directe avec les possibles produits de consommation. Donc ça c'est un premier point. Il y a un deuxième point évidemment, dans l'ensemble des programmes que vous pouvez regarder ou lire, eh bien, ça peut vous donner envie de consommer soit des vêtements, des télévisions, des voitures. Et on voit bien que là aussi, les producteurs ne s'y sont pas trompés. Soit il y a des émissions qui sont parrainées. Vous avez carrément une entreprise qui vient parrainer une émission, donc on voit son logo, donc ce qui vous donne envie, vous téléspectateurs, soit d'acheter les produits de cette boîte, soit parce que vous devez avoir des connaissances sur cette société, mais vous avez aussi dans des films de cinéma ou des produits de cinéma, des produits de consommation, ils sont insérés. Donc James Bond, c'est assez connu, sa montre, sa voiture, son costume. Et ça peut être inconscient, parce qu'on ne réalise pas parfois qu'on... Alors, effectivement, ça joue sur le conscient quand je vous dis consommez ma boîte de Coca-Cola, consommez Vitel, voilà, évidemment, donc là c'est très conscient puisqu'on vous interpelle. Soit effectivement, lorsque vous êtes en train de regarder un film, vous n'êtes pas dans l'esprit de consommer un produit, mais en revanche, évidemment, ça vous donne envie. Et c'est super, en général, tellement bien fait que consciemment, vous ne savez pas que ça vous donne envie, mais en tout cas, ça vous donne envie. Oui. Ouais. Et vous avez parlé des pubs entre les émissions et tout. Oui. Je sais qu'aux États-Unis et au Canada, c'est comme ça, mais est-ce qu'en France aussi, dépendamment des types d'émissions, donc par exemple aux États-Unis, le Super Bowl, ou au Canada, les Jeux Olympiques, le coût pour mettre une publicité augmente? Est beaucoup plus cher, bien sûr. En fait, de toute façon, dans tous les pays, à partir du moment où, en tout cas démocratique, et dans la France, nos médias fonctionnent, vous avez des gens qui sont derrière un écran. Et donc le tarif publicitaire est plus cher. Il va être dépendant du nombre de gens que vous avez derrière leur écran. Quand c'est Super Bowl, comme vous me disiez aux États-Unis, vous savez qu'il y a un grand nombre d'Américains, des adultes, des enfants, des grands-parents, quel que soit leur âge, qui sont très attirés par ce type de spectacle. Évidemment, les annonceurs savent qu'ils sont attirés par ce type de spectacle. Puis il y aura un grand nombre de téléspectateurs à un moment donné derrière un écran. Et bien évidemment, le prix de l'espace publicitaire est très élevé. Pourquoi? Pour une raison assez... Enfin, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, c'est que la journée ne fait que 24 heures. Donc vous allez passer des espaces publicitaires à des moments où la réglementation l'accepte. Alors, c'est pas du tout la même aux États-Unis, au Canada qu'en Europe, et même au sein de l'Europe, les réglementations ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, vous êtes annonceur, vous achetez un espace publicitaire. Le but du jeu, c'est que les téléspectateurs voient cet espace publicitaire. S'il est 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, c'est évidemment des moments où il y a très peu de monde qui sont réveillés, et donc acheter de l'espace publicitaire à ce moment-là n'a aucun intérêt, parce que ça coûte de fabriquer un espace publicitaire, et donc il faut qu'il rencontre une demande. Donc l'allocation de l'offre et la demande se fait finalement dans un temps qui est relativement court. Donc après, dans ce temps qui est court, hors la réglementation, il est encore plus court. Donc dans ces moments-là, même si pour un téléspectateur qui n'aime pas la publicité, il trouve que ce temps est beaucoup trop long, mais néanmoins, pour un annonceur, ce temps d'espace disponible où il va rencontrer un maximum d'individus, il est finalement réduit. L'annonceur, il a deux motivations.
il achète un espace publicitaire soit parce qu'il a envie de rencontrer un grand nombre de téléspectateurs, les TV viewers, soit il a envie d'acheter, en tout cas de toucher une cible particulière. Les enfants, comme on dit, les femmes de moins de 50 ans, la ménagère de moins de 50 ans, donc des cibles particulières. Si vous regardez dans les magazines, ce qui se passe à la télévision se passe dans les magazines. Si je prends n'importe quel magazine que je peux acheter, je prends le magazine Elle, très connu comme magazine féminin, eh bien j'ai très rarement de l'espace publicitaire qui est consacré à l'automobile. Ouais. Voilà. Si par exemple c'est un magazine pour enfants, eh bien, on ne va pas faire la publicité pour des satellites, pour les achats d'appartements, parce que les enfants ne sont pas du tout dans cette cible. Donc, on a soit la taille de l'audience, ou du lectorat, soit vous avez une cible, ce qu'on appelle une niche particulière de lecteurs. D'accord, parfait. Et en quoi les médias sont-ils devenus des acteurs principaux dans l'économie? Vous avez un peu répondu avec les prix. Mais... En quoi les médias sont devenus des acteurs principaux dans l'économie? Ouais. C'est-à-dire que... En quoi ils ont-ils un impact sur l'économie? Ah, d'accord. Je dirais pas ça comme ça. Peut-être, je tournerai la question, mais peut-être que ça répondra et vous me direz si je me trompe. Qui est certes, ce que je peux dire, c'est que les médias sont une économie. C'est-à-dire que les médias, ils marchent sur deux jambes. Une jambe qui est celle culturelle, de programmes audiovisuels, de divertissement, d'information, de culture. Et puis, donc ça c'est un premier segment, et puis vous avez un deuxième segment qui est de considérer que les médias sont une économie, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a pour objectif de maximiser son profit. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle a différents modèles d'affaires pour ça, des business models qui sont différents, soit vous avez un business model c'est une entreprise publique, exemple en France, le groupe France Télévisions, où là, la recette dont elle va bénéficier, c'est ce qu'on appelle une subvention. Soit vous avez un business model qui est celle d'une entreprise privée, commerciale, TF1, TF1, M6, Énergie 12, Chérie FM, etc. Où là, ça veut dire qu'elles ont comme mode de financement la vente d'un temps d'espace de diffusion consacré à l'espace publicitaire. Et donc ça, ce sont les recettes. C'est parce que les annonceurs vont acheter de l'espace publicitaire que vous, téléspectateurs, vous allez consommer la télévision toute la journée, et notamment les programmes, gratuitement. En fait, ce n'est pas gratuit. C'est vous qui êtes vendu, soit vous en tant que cible, soit vous en tant que masse. Et enfin, vous avez des chaînes de télévision qui c'est la Pay TV, donc la télévision privée. Et là, la télévision privée, c'est-à-dire que vous, téléspectateurs, parce que les programmes, a priori, le genre de programmes qui vont être diffusés, dont vous connaissez, c'est du cinéma, c'est du sport, par exemple comme les chaînes du groupe Canal+, qui ont d'autres thématiques évidemment. Et là, vous payez un abonnement pour recevoir des programmes. Donc le modèle d'affaires de la chaîne de télévision, quand c'est de la Pay TV, eh bien 85, ou en tout cas en France c'est ainsi, 85% de son revenu, c'est de la redevance qui est versée par le distributeur, qui lui, en fait, c'est l'abonnement que vous avez payé. Donc vous voyez bien que c'est en ce sens où les médias sont une économie, comme on dit, ou en tout cas moi j'avais écrit un article comme ça en disant que c'est une économie entièrement à part. Pourquoi? Parce que les médias sont vecteurs de démocratie, sont des biens culturels dont on doit assurer une diversité, un pluralisme, et donc c'est un média à part, donc enfin c'est une industrie à part, mais c'est une industrie à part entière dans la mesure où c'est une économie qui vend, mais qui vend non pas des boîtes de petits pots, des téléphones mobiles, mais qui vend en fait des programmes, des contenus. Donc ça peut être des films, de l'animation, du divertissement, des fictions, du reality show, voilà. Alors... Je parle beaucoup des médias audiovisuels, oui, mais oui. Ça vous va, d'accord. Parce que pour la presse, c'est finalement un schéma tout à fait semblable, où là, ils vont vous vendre du contenu qui est de l'information, de la politique, de l'actualité, de l'image, de la vidéo, si c'est sur Internet, mais le principe ou le mécanisme économique est le même. Voilà. Et avant les médias, comment les entreprises influençaient les consommateurs à consommer un produit avant que ça existe? Avant que les médias n'existent? Oui. Ou en quelque sorte, les médias auraient pu exister. Parce que si on prend en considération la presse, bien sûr, c'est-à-dire que les médias ont commencé à exister, la radio, enfin la presse, la radio, la télévision, Internet. Aucun média n'a jamais chassé le précédent. Si vous voulez parler d'un modèle économique, c'est-à-dire que le média en tant qu'entreprise, c'est très rapidement, et ça a 1800 déjà, en fait, très rapidement, on a mis en place un système, je crois que c'est la Gazette de Renaudot, qui
qui a mis en place un système de double marché, c'est-à-dire d'une vente au lecteur, d'une vente au numéro. Donc vous avez un prix d'achat. Vous achetez Le Figaro, ça coûte 2 euros, ou 1 euro, ou 2,50 € pour Libération, ou 2 euros, là ils l'ont mis à 2 euros pour les femmes et 2,50 € pour les hommes, pour montrer qu'on avait une disparité de salaire. Ça, c'est un bon point. Donc vous vendez à un certain prix, mais en vrai, c'est pas le coût de production. Ça coûte beaucoup plus cher que les 2 euros que vous payez. Donc c'est la raison pour laquelle ils vont se tourner vers des entreprises commerciales, tels que qu'on appelle les annonceurs, qui vont acheter des encarts publicitaires au sein d'un magazine, et ce qui fait que le média, il aura 2 ressources de financement. Le média écrit. La première source du financement qui vient des lecteurs, parce que vous avez payé pour acheter, par le biais d'un abonnement ou de la vente au numéro, et puis une ressource qui vient des annonceurs, parce qu'il y a de la publicité dans vos numéros. Donc très vite, le média, dès qu'il a été une entreprise commerciale, il a eu une économie. Ouais. Dans la presse, au tout début, de toute façon, il a fallu qu'il y ait le principe d'une entreprise au sens économique du terme qui existe, parce que sinon on appelait ça en fait des journaux qui étaient de la propagande de la part de l'État. Ouais. Et donc très vite on a écarté le fait que l'État soit propriétaire de journaux au risque de la propagande, ce qui est un peu différent pour l'audiovisuel public. Et ça doit être pour ça aussi que maintenant à Montréal, notre journal La Presse, oui. Il est gratuit. Oui. Ça doit être à cause de toutes les publicités. Ah, exactement. Alors nous, c'est arrivé dans les années 2000, où effectivement, vous avez entièrement raison, vous avez un nouveau modèle économique qui est né dans le secteur de la presse écrite, qui est celui de la presse gratuite. On vous dit qu'elle est gratuite parce qu'on vous le distribue à l'entrée d'un métro ou à la sortie de votre entreprise, mais en vrai, il n'est pas gratuit. Il vous est subventionné par des annonceurs qui ont acheté de l'espace publicitaire pour qu'on puisse vous le donner. Et puis, vous savez maintenant les journaux qui sont en ligne sur une application et oui, tout à fait. Comment ils font pour garder un certain revenu? Je veux dire, si avant on payait 2 euros en achetant papier, comment ils s'assurent que les consommateurs vont le payer? Bien sûr, c'est une grosse difficulté. En fait, c'est pas qu'ils s'assurent que le consommateur va payer. Soit ils acceptent que le consommateur paye, et là vous avez un système de PayPal où vous entrez en ligne, vous filez votre numéro de carte bancaire, et donc en échange de votre numéro de carte, et donc ils vont vous extraire, ils vont ponctionner 2 euros, 5 euros, 10 euros, selon le modèle à la carte par menu, de la même façon finalement qu'en papier. Soit c'est exactement la même chose, le site vit grâce aux ressources publicitaires. Rien n'est jamais gratuit. Dans l'économie, on dit toujours no free lunch. Ouais. Donc rien n'est jamais gratuit, donc il y a forcément quelqu'un qui paye. Soit il y a 2 personnes qui payent, nous, téléspectateurs, nous, lecteurs et les annonceurs. Soit il n'y a que les annonceurs qui payent, ce qui nous permet d'avoir gratuité totale, finalement. Mais c'est vous qui êtes le produit. En fait, c'est souvent, on a l'habitude de dire, si le produit est gratuit, c'est que c'est vous qui en faites le produit, c'est vous êtes le produit. Soit c'est financé par une subvention, qui est une subvention étatique, où on considère, d'ailleurs c'est ce qui se passe par exemple dans le domaine de la presse, où finalement ni les recettes publicitaires ni celles des lecteurs n'est suffisante pour garantir le coût de fabrication d'un journal. Donc de façon globale, les titres de presse bénéficient des aides de l'État, et donc bénéficient de subventions en plus, comme quasiment une 3e source de financement, soit directement, soit indirectement, pour que ça puisse exister. L'essentiel, je pense qu'il faut comprendre, c'est que si les médias sont en économie, sont des biens économiques ce sont des biens économiques, oui, mais ce ne sont pas des biens économiques comme les autres. Il faut véritablement avoir en tête que ces biens-là bénéficient de particularités qui quasiment sont de l'ordre de l'intérêt général, c'est-à-dire il faut que les gens soient informés. Donc ça participe de l'intérêt général que les citoyens soient informés et qu'ils puissent avoir accès à l'information. Et les raisons pour lesquelles on est allé chercher des recettes publicitaires dans les médias, c'est véritablement parce qu'on ne voulait pas que le prix soit trop élevé. Et si le prix est trop élevé, c'est une barrière à l'entrée, et ça veut dire que seuls quelques-uns ne pourraient avoir accès à l'information. Or, c'est fondamental pour qu'un pays soit démocratique, au sens de la démocratie, au sens occidental du terme, eh bien que l'un des présupposés, c'est que les citoyens aient accès à l'information, et ensuite ils aient accès à un pluralisme d'opinion. Donc nous, en France, de façon générale en Europe, mais dans des configurations et des modalités assez différentes et dans des montants différents, quelle que soit finalement la nature politique de l'information, que ce soit un journal de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite,
les titres de presse sont aidés, bénéficient d'une subvention, indépendamment de la nature politique qu'il peut y avoir, une fois encore, d'idées politiques qu'il peut y avoir au sein des journaux. Au nom du pluralisme, au nom de la diversité des opinions et de façon plus globale, au nom de la démocratie. Elle a répondu par contre à cette question-là. Donc, selon vous, là, vous avez un peu répondu aussi à quel moment les médias ont commencé à être des acteurs principaux dans la consommation. J'imagine c'est au moment que vous avez dit quand les journaux ont commencé à... Oui, alors c'est au moment où les journaux, effectivement, peut-être qu'il faudrait préciser, c'est quand les journaux deviennent de masse, finalement. C'est lorsqu'ils commencent... C'est pas juste l'élite. Oui, voilà, c'est-à-dire pas simplement que l'élite, les intellectuels. Effectivement, à partir du moment où vous avez eu la presse à un sou, comme on disait à l'époque, eh bien, ça s'adressait à tout le monde. Et pour la télévision, c'est un tout petit peu différent. Enfin, si, le principe est le même. Mais au départ, en fait, la télévision, elle était gratuite pour tous, mais elle était uniquement subventionnée par l'État. Donc on pouvait considérer que c'était une information très orientée pour les journaux politiques, pas pour les magazines évidemment, mais il n'y avait que 3 chaînes de télévision dans les années 50. Et puis en France, la première chaîne de télévision qui a été privée, ça a été Canal+, en 1984. Et ensuite, il y a eu une privatisation d'une chaîne de télévision qui fut TF1 en 1987. Donc là, véritablement, il y a une ouverture à la grande consommation. C'est-à-dire que dès que les chaînes de télévision, 84, mais c'était plutôt 87 est véritablement le marqueur d'une chaîne commerciale, donc qui devient en fait finalement un produit de consommation. Et selon vous, est-ce que les médias ont aggravé les habitudes de surconsommation et un peu matérialistes? C'est difficile, je pense que déjà les sociologues y répondraient mieux que les économistes. Ensuite, dans la mesure où les consommateurs, en moyenne en Europe, consomment, on va dire, les consommateurs consomment, mais les téléspectateurs consomment de l'audiovisuel à raison de 3h30 et 4 heures par jour, en moyenne, ce qui veut dire pour certains c'est 7-8 heures, il y a forcément on peut en tout cas légitimement imaginer qu'il y a une incidence non négligeable sur votre mode de fonctionnement, de vie. Il est évident que ce qu'on donne à voir soit dégoûte, soit donne envie, mais nous sommes dans des sociétés de consommation et les médias participent très largement, elles aussi, de par simplement leur fonction économique, à ce que ça nous donne envie de consommer. Donc, aujourd'hui, dans un monde où le numérique est illimité, comment une entreprise peut se démarquer de sa concurrence dans les médias? En économie, il y a 2 façons finalement de se différencier. Soit vous vous différenciez par le prix, soit vous vous différenciez par la qualité. Donc si le prix est gratuit ou le même pour tous, la seule modalité de différenciation, c'est forcément par la qualité de vos produits, ou vous différenciez de vos produits. Donc différencier vos produits de ceux des concurrents. Donc une façon de se différencier. Vous, par exemple, vous faites un mémoire sur ce sujet? C'est un mémoire ou c'est un... C'est un projet pour finaliser le cégep, parce qu'au Canada, on a le secondaire, le lycée. Ouais, puis là, on s'en va au cégep et ensuite à l'université. Donc pour conclure, on doit appliquer toutes nos compétences qu'on a apprises. Il vous reste 5 minutes. D'accord. Merci, une question. Ouais. Donc il faut appliquer tout ce qu'on a appris sur un sujet de sciences humaines. D'accord. Sous plusieurs disciplines, donc sociologie, économie, psychologie. D'accord. Pour conclure. Exact, pour conclure. Pour conclure, d'accord. Mais donc vous allez bien chercher à vous différencier de vos camarades qui ont exactement le même exercice que vous à réaliser. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas nécessairement le même sujet. D'accord. Et il y en a qui ne font pas le projet de recherche à Paris, il y en a qui font dans une entreprise. D'accord. Mais donc c'est bien une façon de vous différencier. Certains vont le faire à Paris, d'autres vont le faire en entreprise, d'autres vont avoir un angle plus économique, peut-être d'autres sociologiques. On voit bien que finalement, le côté, j'allais pas dire, original, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous tenter de vous distinguer par une originalité d'un angle, par les individus que vous allez interviewer en vous disant celle-ci plus que celle-ci. Forcément, peut-être d'autres étudiants canadiens ne vont évidemment pas me rencontrer. La probabilité est quasiment nulle. Donc finalement, ça sera un élément de différenciation. J'espère qu'il sera positif pour vous, mais c'est un élément de différenciation. Donc finalement, quand vous montez une entreprise et que vous vendez des produits, soit vous allez vendre des produits véritablement de qualité différente, si c'est de high quality, et à ce moment-là, évidemment, ça pourra justifier un prix élevé. Soit vous allez vous dire, je le fais de façon caricaturale évidemment, soit vous allez vous dire, je fais du low cost, ou du prix accessible par le plus grand nombre, voire un prix zéro. Et alors à ce moment-là, la différenciation va se faire par la nature même des produits que vous allez vendre.
dans leur originalité, dans leur nombre, dans une profondeur de gamme. On voit bien qu'il y a il y a plein de moyens de se différencier, mais au final, il y a 2 vecteurs principaux qui sera le prix et la qualité. Donc, pour la dernière question, c'est vraiment dans la consommation. Donc, dans le monde numérique, on a amené une opportunité d'acheter n'importe quoi à n'importe quel moment. Oui. Donc, croyez-vous que ceci a amélioré l'expérience du consommateur dans le sens où le produit n'est pas tangible lors de l'achat? Est-ce que le consommateur est plus prompt à demander un remboursement? Ouf, c'est très technique comme question, c'est très, très précis. Comment répondre à ça? Le numérique est une opportunité formidable, je pense, pour s'informer, pas simplement pour consommer. Je pense que, mais là, vous vous adressez à un professeur d'université, donc effectivement, c'est très biaisé. Le numérique est une fois encore une opportunité fantastique de recherche, d'échange, de rencontres, d'apprentissage, de langue, de thématiques vraiment extraordinaires. Ces opportunités sont évidemment possibles dans le monde tangible, où je peux acheter une plante, je peux acheter une voiture, je peux acheter un canapé. Donc, c'est vrai dans l'intangible comme c'est vrai dans le tangible. Finalement... Donc, ça n'a pas nécessairement... ça n'a pas eu un impact négatif. Il n'y a pas plus de remboursement. Il y en a... Mais non, mais je ne saurais pas répondre en fait à cette question de remboursement, parce que ça voudrait dire, est-ce que parce que j'ai pas utilisé le produit, je vais plus me faire rembourser? Je sais pas si techniquement je comprends la question, mais pratiquement je ne sais pas en fait. Dans la pratique, dans la réalité, je ne sais pas. Je vais vous répondre personnellement, ou moi je vais avoir plus d'échanges ou moins d'échanges, mais je ne sais pas si on peut faire une généralité de ça. Une dernière petite question. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'avoir accès à trop d'informations avec les médias? Je parle du point de vue des citoyens. Ce que je peux dire, c'est qu'en attendant, la grande difficulté, c'est pas que trop d'informations tue l'information, mais la grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas une hiérarchisation de l'information. Je pense que c'est le point... Chez l'individu. Oui, je pense que c'est le point le plus dangereux. C'est-à-dire que c'est le point sur lequel il faut véritablement que les États, que les entreprises, que les gouvernements travaillent. Parce que avec la réglementation. Oui, parce que si j'ai accès exactement dans les mêmes conditions, au même moment, sur un même niveau, sur un même plan hiérarchique, à un tsunami, un attentat, la possibilité de m'acheter une petite culotte ou le fait qu'on a volé ma voiture, finalement, vous voyez bien par exemple dans une journée, moi j'ai plein de dossiers, des groupes de travail, des coups de fil, des rendez-vous qui sont demandés, j'ai bien une hiérarchisation d'importance, donc je prends l'urgent et puis ensuite c'est important, est-ce que c'est... je vais faire une interview pour réaliser un mémoire, est-ce que je vais faire une interview pour simplement rencontrer la personne? Et vous-même, vous allez structurer. La structuration, la hiérarchisation, cette capacité à rendre les choses importantes ou moins importantes, lorsque tout est à plat sur Internet, c'est une première très grande difficulté avec des dangers. Et les deuxième difficulté très grande qui est liée à cette hiérarchisation, qui est liée à cette possibilité plutôt d'accessibilité de tous à l'information, c'est que finalement, je risque à confondre une information qui va émaner du journal Le Monde, à laquelle je vais avoir accès dans les mêmes conditions, c'est-à-dire une production par des journalistes fabriqués, d'informations par des journalistes professionnels, par des gens qui ont traité, trié, eux-mêmes hiérarchisé l'information, ils vont me l'apporter, et moi je vais avoir accès exactement dans les mêmes conditions qu'à celui je sais pas, de ma fille qui va écrire un blog et qui va pouvoir raconter plein de bêtises parce que c'est une enfant. Donc vous voyez, je pense que du point de vue du consommateur, mais surtout de l'individu, là c'est vraiment plutôt le consommateur qui devient un citoyen, il faut avoir conscience de ça et absolument encadrer cela, hiérarchiser cela, aider à hiérarchiser cela. Et donc il faut que le citoyen soit d'autant plus aujourd'hui éduqué, informé, qu'il aille à l'école justement pour qu'il sache, qu'il ait cette connaissance qu'il y a derrière celui qui me donne de l'information. Il faut avoir les capacités. Et il faut avoir les capacités. Oui. Et ces capacités-là sont, a priori, en général, données par l'école. C'est maintenant. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Beaucoup.